merci pour l'invitation. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait au sein de l'Institut innovant de formation par la recherche et plus généralement au sein du département frontières du vivant et de l'apprendre qui porte bien son nom aujourd'hui à ce colloque sur les frontières. Donc notre idée c'est de chercher à passer d'une frontière à une autre et derrière chaque frontière il y a des défis et les défis font appel à des compétences qui sont... vous m'entendiez pas? Si, au cas où. Des compétences interdisciplinaires, aujourd'hui de plus en plus alimentées par le numérique. Et derrière le numérique, il y a bien sûr des individus qui sont derrière leur machine, qui apprennent, mais qui informent aussi et qui enseignent aux autres. Il y a également des machines. Et tout ça met en œuvre une forme d'intelligence collective qui nous permet de résoudre des problèmes, donc d'obtenir des nouvelles solutions, mais aussi de repousser les frontières et donc d'en ouvrir, d'aller vers de nouvelles. Cependant, derrière tout ça, il y a plein de questions. Il y a la question de la motivation derrière les défis, l'engagement des citoyens, étudiants, chercheurs. Il y a la question de la formation. Sommes-nous prêts à formons-nous ceux qui, demain, iront repousser les frontières? Quid de la recherche sur toutes ces questions? Y a-t-il un libre accès des données lorsqu'on utilise de plus en plus le numérique? Où en sont les apprentissages? Y a-t-il des outils dédiés? Y a-t-il des systèmes de reconnaissance lorsqu'on contribue en ligne? On a très bien entendu parler tout à l'heure de la question du crowdsourcing et d'un autre sujet qui est la science citoyenne. Y a-t-il des manières d'inciter à participer à tous ces défis? Et y a-t-il des moyens de diplômer ceux qui suivent tous ces parcours? Alors, quels défis? L'ONU a fait une liste de 17 défis pour le millénaire et dans lesquels l'ensemble de nos activités, vous, les vôtres comme les miennes, les nôtres, peuvent rentrer. Donc vous avez aussi bien l'éducation, la santé, l'égalité entre les sexes, la consommation responsable, c'est extrêmement vaste. Et à l'intérieur de chacun de ces défis, vous avez des sous-catégories qui peuvent nous permettre de trouver ensemble des points de réflexion et des points d'engagement. Il y a des défis sur toutes les frontières, aussi bien scientifiques que technologiques, nous le savons, à l'université, mais les applications sont également très vastes. Il y a un impact sur la société qui est non négligeable. Et derrière chacun des défis technologiques ou scientifiques que nous faisons avancer, il y a des questions qui peuvent rassembler encore d'autres personnes. Ici, je prends l'exemple de l'analyse spectre pour une analyse sociale, politique, économique, culturelle, technologique, réglementaire, environnementale, démographique, et on peut le prendre sur n'importe quel sujet. Donc la technologie, l'éthique, derrière les voitures autonomes, est un sujet possible, mais tous les sujets peuvent être vus sous tous ces angles. Ce qui veut dire que de plus en plus de gens peuvent participer, et dans l'esprit du crowdsourcing, eh bien, on peut aussi avoir l'esprit de partager son défi, ses défis, avec d'autres personnes. Et les contributions sont bien sûr ouvertes, mais font progresser notre niveau d'exploration. Alors, il y a quelque temps, la revue Nature a publié un numéro spécial consacré à l'interdisciplinarité, dans lequel il mettait en avant les valeurs de l'interdisciplinarité pour faire avancer les grands défis de notre temps. Donc, pourquoi les scientifiques doivent travailler ensemble pour sauver le monde. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est la fertilisation croisée des savoirs. Poser des questions et résoudre des problèmes qui n'ont jamais été abordés auparavant. C'est aussi ça l'interdisciplinarité. C'est la rencontre de champs disciplinaires, une approche pluridisciplinaire, mais derrière ça, on revisite son propre champ disciplinaire. Et donc, on va plus loin ensemble. Les nouvelles frontières sont aussi portées par le numérique, que ce soit au niveau des technologies physiques. On voit qu'en une décennie, on a réussi à faire passer la capacité des mémoires et la vitesse d'accès à ces mémoires par un facteur 100 ou un facteur 1000. Il en est de même de la loi de Moore que vous connaissez, le nombre de microprocesseurs, le nombre de calculs qui peuvent être faits par seconde dans un microprocesseur. Eh bien, cette loi ne se dément pas jusqu'à présent. Il y a aussi les technologies logicielles qui nous permettent d'aborder l'intelligence non seulement collective, mais l'intelligence avec les machines au travers de grandes activités comme les échecs, le Go ou les questions ouvertes qui aujourd'hui peuvent être remportées par des machines face aux meilleurs humains. Les technologies de laboratoire ont aussi évolué.
pouvoir faire l'analyse de son génome a drastiquement chuté grâce aux impacts technologiques. Et aujourd'hui, pour près de 1 000 $, eh bien, vous pouvez faire séquencer votre génome. Dans nos poches, on a tous des téléphones portables qui sont des petits laboratoires révolutions qui ont, pour certains, une capacité de calcul et d'analyse du monde que certains d'entre nous auraient aimé avoir il y a 10 ou 20 ans dans nos laboratoires. Donc chacun d'entre nous peut se poser des questions sur le monde qui nous entoure de manière qualitative et quantitative. Explorer les frontières, c'est également anticiper les changements, et c'est là où on va rentrer dans la partie formation, éducation. Il n'y a pas que dépasser les frontières qui est intéressant, il y a aussi savoir les explorer. Tout comme on peut voir l'analyse des théories scientifiques avec des anomalies qui font que les paradigmes changent, on va rechercher un nouvel ensemble cohérent, partagé derrière ces théories, eh bien on peut enseigner cela en incitant les plus jeunes à se poser des questions au-delà des paradigmes actuels pour envisager, mais être prêt lorsque le prochain paradigme sera en place. Et on peut faire une sorte de parallèle avec les explorateurs qui, même s'ils n'arrivaient pas au bout, ramenaient chez eux des informations pertinentes pour que d'autres puissent aller plus loin. Il y a aussi un avantage à cette méthodologie, c'est qu'on peut se poser des questions non seulement sur la stratégie et l'action qu'on met en place, c'est ce qu'on apprend tous les jours dans nos cours, mais lorsqu'on explore les frontières, eh bien on se pose des questions sur les raisons profondes qui nous poussent à mener ces actions ou ces stratégies. Donc cette réflexion en double boucle est extrêmement importante. Et enfin, je dirais que c'est le démarrage, c'est une façon d'envisager la sérendipité. Comme disait Louis Pasteur, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Eh bien, préparons les esprits des étudiants, des plus jeunes, des lycéens, des collégiens et des écoliers à ce type de réflexion. Donc c'est ce que nous faisons en partie de l'école primaire à l'université jusqu'au doctorat. Donc le programme S'Aventurier, nous amenons des chercheurs, nous faisons le lien entre des écoliers et des chercheurs qui se posent. Les écoliers vont poser des questions qui peuvent paraître naïves au premier abord, mais eux ne connaissent pas les frontières. Et leurs questions peuvent largement dépasser les limites des connaissances académiques dont nous disposons. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est un projet formateur pour questionner le monde. Ensuite, nous avons des programmes de licence pour découvrir, essayer d'être le plus large possible, pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire. Puis, dès le master, nous donnons la possibilité aux étudiants d'explorer au travers de nombreux stages, de choix de cours, nombreux électifs, des cours en dehors de nos salles. Et puis, nous proposons de dépasser les frontières. Donc, une fois qu'on les a explorées, on essaye de les dépasser lorsqu'on arrive en programme doctoral, en écrivant son propre sujet de thèse, en se posant des questions qui ne sont pas forcément des questions qui sont portées par le laboratoire, mais qui peuvent être résolues dans un environnement bienveillant. Et enfin, la formation tout au long de la vie, c'est accompagner, ça peut être des apprenants classiques, des enseignants, des chercheurs, mais aussi des entrepreneurs, parce que l'université a cette capacité à rassembler tous ces talents qui peuvent être profitables aux entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs qui cherchent à monter une entreprise pour le profit. Tous les savoirs sont présents à l'université et donc faire le lien est important. Nous essayons également de faire dialoguer entre elles les disciplines. Donc différents événements, on a fait dialoguer des game designers et des scientifiques sur un projet de biodesign. Nous avons fait travailler des étudiants étrangers de Harvard, de Sciences Po, des étudiants biologistes sur la question de la biologie, l'urbanisme, les politiques publiques, tous ensemble durant un été. Et nous envisageons également des cours où on se retrouve des jeunes scientifiques et des jeunes qui s'intéressent aux politiques publiques sur les questions des technologies, qui, comme je vous l'ai dit, couvrent un large spectre qui peut permettre à tous ces étudiants de les aborder. Nous essayons également d'abaisser les barrières, donc chercher et diffuser, faire de la recherche. Donc la science citoyenne a été évoquée, ou science participative, au travers de jeux comme Foldit en haut à gauche de l'écran, où des volontaires vont non seulement jouer, mais aider la recherche médicale. Donc nous avons également fait des jeux de ce type-là. Nous encourageons les étudiants à répondre à des défis au travers de concours, et ils viennent avec des idées absolument originales sur la lutte contre la tuberculose, sur tout un tas de sujets avec une approche innovante.
Une fois qu'on a donné le droit à l'essai-erreur, on a motivé, on va chercher à ce que les étudiants se dépassent, donc ils apprennent jeu, cours, projet, on motive, on forme et on donne la possibilité de faire. C'est ce qu'on fait au travers de cette chaîne, en particulier avec des cours en ligne. Et ici, c'est un enseignant-chercheur de Grenoble qui a travaillé avec nous sur l'enseignement de la mécanique classique avec un smartphone. C'est comme si nous commencions ici un cours de mécanique classique où je vous demandais de tous d'allumer votre smartphone pour démarrer le cours. Tous les capteurs nécessaires sont présents, ils sont souvent plus performants que ceux qu'on trouve en salle de travaux pratiques. On peut le faire dans des environnements différents, on peut continuer chez soi, on peut le partager avec d'autres. Donc c'est extrêmement riche. Et ce qu'il vous faut, c'est un téléphone portable, un panier à salade, un sachet en plastique et un élastique. Et on peut faire tout le programme de premier semestre de mécanique du point. Donc il y a énormément d'outils qui permettent d'aller plus loin et d'abaisser les barrières. Rendre possible, c'est aussi partager, échanger, prototyper. Et tout ce qu'on appelle les Fab Labs, les Makerspace, sont des lieux dans lesquels les étudiants, mais aussi des gens extérieurs peuvent se retrouver pour travailler sur des défis de société, comment apporter de l'eau à moindre coût dans les pays en développement, comment développer des capteurs miniatures, donc faire de la microélectronique dans un environnement qui est proche de la salle de classe, comment réaliser des jeux qui mettent en œuvre de la programmation, de l'impression 3D, de l'électronique, et tout ça dans un environnement open source. Voilà, donc je passe la parole à présent à François. Merci Amundsen. Donc voilà, c'était une introduction un peu brève de beaucoup de choses qu'on essaye de faire au Centre de recherche interdisciplinaire. Juste pour vous donner un peu d'historique, il y a une dizaine d'années, ce lieu n'existait pas. On a démarré dans la salle café du labo. Et pour des raisons qui m'échappent encore, ces activités sont nées les unes après les autres, et en partie les unes des autres, et en particulier parce qu'on a eu des étudiants très motivés qui nous ont rejoints. Amundsen était un de ces étudiants, à l'époque il était en master, et il devait suivre 2 masters simultanément, un en biologie et un en physique, parce qu'il avait ces 2 passions à la fois et qu'il n'y avait pas d'environnement où il pouvait simultanément explorer ces 2 choses-là. Après, il a fait un doctorat brillant en physique, et puis il a décidé de revenir et de nous accompagner dans le développement du CRI. Et donc, on a eu la chance au CRI de faire venir des étudiants qui ont contribué à faire des choses qui ont attiré d'autres étudiants. Je pense que c'est comme ça que ce qu'on a fait a cru exponentiellement. On a doublé taille à peu près tous les 18 mois, c'est un peu comme la loi de Moore. Et aujourd'hui, on a plusieurs milliers de mètres carrés, et la mairie nous a confié un lieu de 7000 mètres carrés qu'on occupera dans 18 mois. Ce sera notre, j'espère, le dernier doublement, parce qu'après ça devient plus très raisonnable. Mais ça nous a permis d'explorer énormément de choses, et on essaye systématiquement de partir du besoin des étudiants ou du besoin des enseignants, des besoins qu'exprime la communauté universitaire. Et puis on a progressivement élargi. Amundsen vous a expliqué ce qu'on fait avec les enfants. Mais en fait, on est parti de choses relativement simples. Vous savez que Humboldt, il y a 200 ans, quand il a contribué à repenser l'université, disait que pour dépasser la faculté de théologie, il fallait commencer à faire un peu d'autres choses. Et lui préconisait qu'on donne de la liberté. Et cette liberté, c'était la liberté d'apprendre, la liberté d'enseigner, la liberté de faire de la recherche, et la possibilité pour les étudiants de trouver des mentors bienveillants qui accompagnent le projet de l'étudiant. Et donc on a juste essayé de prendre ça au sérieux, et on s'est dit que à l'heure du web, de toutes les manières, les étudiants étaient libres d'apprendre ce qu'ils voulaient. Ils étaient même libres de transmettre ce qu'ils avaient compris sur des blogs ou d'autres formats, et qu'aujourd'hui, avec tous les projets de sciences citoyennes qui sont disponibles par Internet, on peut aussi faire de la recherche en ligne. Et donc on s'est dit, si ces libertés existent en ligne, pourquoi ne pas les remettre au cœur des universités, et pourquoi ne pas focaliser ce que nous pouvons apporter aux étudiants sur le mentorat, qui était, Humboldt l'avait compris, un des facteurs limitants pour le développement des projets. Et donc, on nous demande souvent, mais est-ce que vos étudiants réussissent? Et en fait, pour paraphraser Mandela, nos étudiants soit apprennent, soit réussissent. C'est-à-dire que quand ils sont dans une situation où ils n'arrivent pas nécessairement jusqu'au bout du projet, en tout cas, ils ont appris énormément de choses en menant ce projet. Et comme on leur donne la possibilité de faire de nombreux cycles d'essais et d'erreurs, en moyenne, ils réussissent, et ils réussissent extrêmement bien. Donc, ceux qui étaient en doctorat ont fait des thèses avec des très belles publications. Il y en a qui ont créé des startups, il y en a qui ont créé des assos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on leur a jamais donné un cours d'entrepreneuriat.
mais on les a encouragés à entreprendre. Et donc, Amundsen a brièvement mentionné la notion de club. Donc, on a avant-hier réuni nos étudiants et on a à peu près 300 étudiants au total. Ils ont créé 50 clubs différents. Et donc, les clubs, c'est des activités qu'ils décident, où ils s'auto-organisent et où on est là pour éventuellement leur donner accès aux locaux, éventuellement à des petits budgets qui leur permettent de prototyper quelque chose, d'inviter les meilleurs experts et d'avancer dans leur réflexion. Et en plus, ces clubs sont ouverts sur la société civile et donc on a régulièrement d'autres étudiants ou des citoyens qui rejoignent le club des étudiants. Et on a des clubs qui avaient été démarrés par 5 étudiants qui ont eu 300 personnes progressivement. Et donc il y a quelque chose d'assez... ce qu'on a essayé de faire au CRI, je crois, c'est assez fondamentalement créer un cadre de liberté évolutif. Donc il faut toujours un cadre, hein, parce qu'on donne des diplômes, parce qu'on est quand même un pays dans lequel, s'il n'y avait pas de cadre, ça serait juste même pas imaginable, je pense. Donc on a un cadre, mais dans ce cadre, on essaie de donner un maximum de liberté. Hein, pour donner un exemple, en Master 2, nos étudiants font 3 stages dans 3 labos de 3 disciplines différentes. Donc il y a un cadre, mais il est très exigeant. Il faut qu'ils convainquent les labos de disciplines différentes, de les accepter, etc. Et au début, ce n'était pas complètement évident. Aujourd'hui, les labos savent que ces étudiants vont poser d'autres types de questions. Et en fait, c'est une richesse pour les labos. Et souvent, ils essaient de les garder en thèse. Et donc, progressivement, on a dû créer une école doctorale. Donc, Catherine a eu l'occasion de voir un petit peu comment elle fonctionne. On pourra en reparler. Mais cette école doctorale, l'une des raisons pour laquelle on l'a créée, à propos de partir de la demande des étudiants, c'est qu'on avait une étudiante qui avait fait ce master. Et elle avait fait un stage dans un labo. Elle venait de la biologie. Elle avait fait un stage dans un labo de bio, un labo d'info et un labo de physique. Et les physiciens voulaient la garder en thèse. Et l'école doctorale de physique lui a dit « Mais vous n'y pensez pas, mademoiselle, vous êtes une biologiste, on n'a jamais pris quelqu'un qui n'a pas un master de physique. » Et l'école doctorale de la biologie lui a dit « Mais vous n'y pensez pas, mademoiselle, on ne va jamais donner une bourse de thèse à un labo de physicien. » Et donc elle était un peu désespérée. Comme elle aimait la coiffure, elle m'a dit que c'est ce qu'elle allait faire dans la vie. Et on lui a conseillé d'aller quand même se promener un petit peu. Et donc, elle est allée du côté de Boston. Et il se trouve qu'elle a fait une thèse brillante à Harvard et qu'aujourd'hui, elle dirige une équipe aux États-Unis. Donc, face à ce genre de drame humain et de perte pour la France, littéralement, on a été plaidé au niveau dans différentes instances, dont le ministère, pour créer une école doctorale qui est dérogatoire. Et donc, cette école doctorale dérogatoire, elle a la possibilité d'accueillir des étudiants. Vous savez tous, j'imagine, que vous êtes censé appartenir à une seule et unique école doctorale. Et généralement, c'est celle qui correspond à votre discipline. Et donc, si vous voulez avoir des bons étudiants qui soient financés, ils ont intérêt à être bien évalués par nos chers collègues et donc à être suffisamment au cœur de la discipline pour être acceptés. Et donc, par définition, sur des sujets frontières, ça ne fonctionne pas. Et donc, on a obtenu de créer une école dérogatoire pour accueillir les étudiants qui vont faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans les écoles doctorales classiques. Et donc ça a été un peu compliqué, mais on a réussi à obtenir ça il y a une dizaine d'années maintenant. Et je pourrais vous raconter quelques parcours, mais on a maintenant plus d'une centaine d'étudiants qui ont soutenu leur thèse. On en a 140 qui sont en train de la faire. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Et on les accompagne un peu de manière différente. On leur donne plus d'heures de formation. Donc, ils ont 3 fois plus d'heures de formation que dans les écoles doctorales habituelles, ne serait-ce que pour compléter, parce que c'est bien beau de vouloir faire l'interdisciplinarité, mais si on ne maîtrise pas suffisamment les fondamentaux des différents sujets dont on a besoin, on ne va juste pas y arriver. Donc, on leur demande de faire ça. Et puis, il y a tout un tas de difficultés d'ordre psychologique, même, parce que quand on affronte des sujets difficiles, c'est vrai de tout doctorant, mais peut-être encore plus quand on est sur des frontières et on doit gérer 2 directeurs de thèse qui viennent de 2 disciplines différentes. Et donc, on essaye d'accompagner ces doctorants. On organise une retraite en début d'année pour qu'ils apprennent à se connaître. Ils organisent des événements aussi avec les anciens. Et ils se retrouvent une fois par semaine dans des séminaires interdisciplinaires où ils apprennent à dialoguer par-delà les frontières disciplinaires. Donc, ce programme s'est quand même pas mal développé depuis 2006. Et progressivement, on a créé une licence qui est aussi une licence interdisciplinaire, où on essaye d'accompagner les étudiants dans la création de leurs projets. Et donc, c'est une licence qui est aux frontières du vivant, hein, et on retrouve évidemment de la biologie, mais aussi de la physique, de la chimie, de l'informatique, des sciences humaines, de la communication, et beaucoup de projets.
hein. Et donc, dès la première année de licence, les étudiants font des projets, vont dans des labos. En troisième année, ils partent à l'international. Enfin, voilà, on essaye de maximiser les degrés d'ouverture qu'on donne à nos étudiants. Dans le cadre d'IDEFI, on a créé un autre master et une nouvelle école doctorale où on élargit encore, en particulier sur ces nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner à l'heure des nouvelles technologies. Et donc on a étendu progressivement des frontières du vivant, qui était le cadre initial, vers les frontières de l'apprendre et les frontières des découvertes, au sens où ça a été évoqué tout à l'heure sur les sciences citoyennes. C'est si quelqu'un veut faire une thèse où il va développer un projet de sciences citoyennes, où il va impliquer les citoyens, il va utiliser le numérique pour faire travailler via du crowdsourcing des communautés entières. Eh bien aujourd'hui, ils ne sont pas accompagnés, et donc on a décidé de faire ça. Il y a un très bon livre d'un auteur que je vous recommande qui s'appelle Reinventing Discovery, qui raconte comment ce genre de choses est possible. Et Michael Nielsen, qui est l'auteur, on a eu la chance de l'héberger. Il est venu pour le discours de rentrée de nos étudiants la semaine dernière. Donc on essaye d'avoir cette grande ouverture internationale et d'accompagner nos étudiants dans la découverte d'autres manières d'apprendre, d'autres manières d'enseigner, d'autres manières de faire de la recherche. Et donc ce projet s'est développé dans différentes dimensions. On a eu la chance d'être soutenu par à la fois les universités Paris-Descartes, Paris-Diderot, Sorbonne Paris-Cité, par la mairie de Paris, par AXA, par Orange et par la Fondation Bettencourt. Et donc là, on est en train de franchir une nouvelle étape et on a décidé qu'on allait non seulement accueillir des étudiants motivés et par les frontières, mais aussi des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui souhaitent éventuellement enseigner différemment ou monter des projets de recherche différents. Et donc le CRI, c'est au moins autant un carrefour de rencontres intéressantes qu'un centre de recherche interdisciplinaire. Et donc si vous venez, vous serez tous les bienvenus et vous pourrez croiser d'autres personnalités qui sont en train de faire d'autres choses. Amundsen tout à l'heure a évoqué par exemple Joël Chevrier, qui a fait ce cours sur les smartphones et la physique. Joël était vice-président enseignement puis vice-président recherche à Grenoble et il a décidé de passer plus de temps avec nous parce qu'il s'intéresse à explorer ces nouvelles frontières, ces nouvelles manières d'enseigner, de faire de la recherche. Donc on accueille un certain nombre de personnalités comme lui, des chercheurs français et internationaux. Une des choses qui est l'une des caractéristiques du CRI, c'est qu'on essaie de tout faire en anglais. Alors en première année de licence, c'est pas toujours possible, mais on forme très vite nos étudiants à pouvoir travailler avec l'écosystème de recherche qui, comme vous le savez, est anglophone pour l'essentiel. Et quitte à ce qu'on a, je ne sais plus combien, 40 à 50% d'étudiants étrangers suivant les promos. Et on forme aussi nos étudiants étrangers à apprendre le français, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas s'insérer aussi bien que possible dans l'écosystème ici. Mais l'idée, c'est d'avoir un écosystème fondamentalement ouvert qui dépasse effectivement les frontières culturelles, les frontières linguistiques, les frontières disciplinaires, et qui permet de développer tout un tas de projets qu'on ne peut pas facilement développer ailleurs et qui, en même temps, peuvent avoir un impact, certainement sur les individus qui les portent, mais idéalement sur la société, parce qu'il y a un certain nombre de ces projets qui ont gagné en visibilité et qui ont attiré beaucoup de choses. Donc je pourrais vous donner des exemples si ça vous intéresse par la suite, mais comme je n'ai pas un temps infini, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Najat Vallaud-Belkacem m'a confié une mission, et donc je voudrais faire un peu de crowdsourcing sur cette mission, puisque j'ai relativement peu de temps, j'ai que 3 mois, jusqu'en décembre pour un pré-rapport, et puis le rapport final sera en mars. Et la mission, c'est de contribuer à proposer une autre manière d'organiser la recherche et le développement dans le domaine de l'éducation et de l'apprendre tout au long de la vie. Vous savez tous qu'il y a des sciences de l'éducation, vous savez tous qu'il y a des gens qui font des sciences cognitives et qui s'intéressent à la manière dont les enfants apprennent. Vous savez tous qu'il y a des outils numériques qui nous permettent d'apprendre et de co-construire et d'échanger de la connaissance différemment. Néanmoins, le champ n'est pas structuré comme dans le domaine de la santé, par exemple. Il y a une structuration depuis des décennies avec des ressources importantes. C'est le cas de la plupart des grands domaines de l'action publique. En moyenne, la nation dépense 2,24% de son argent dans la R&D, et ça bénéficie à certainement beaucoup d'entre vous ici. Mais ce n'est pas forcément le cas sur ces nouvelles manières d'apprendre, et en particulier si on les prend tout au long de la vie. Parce qu'il y a les sciences de l'éducation, par exemple, s'intéressent plus à ce qui se passe dans la scolarité qu'à l'université. Les universités font de la recherche sur beaucoup de choses, mais rarement sur elles-mêmes. Et très peu de gens, à ma connaissance, font de la recherche sur la formation continue. Quand on nous annonce que
40% et plus des emplois risquent de disparaître face au progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique. Si on n'est pas capable d'anticiper ce changement de paradigme, si on n'est pas capable de préparer l'ensemble, non seulement des apprenants d'aujourd'hui, mais aussi de ceux qui sont déjà sur le marché du travail, si on n'est pas capable de devenir une société apprenante. Donc j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la nouvelle loi que vous connaissez sur l'enseignement supérieur. Il y a une stratégie maintenant. Et dans le cadre de cette stratégie, on a essayé de réfléchir sur le concept de société apprenante. Donc un certain nombre de gens me demandent qu'est-ce que ça veut dire. Et la société apprenante, c'est comme un individu apprenant. Un individu apprenant, c'est quelqu'un qui, fort de son expérience, essaye d'éviter de faire 2 fois la même erreur, par exemple, essaye de comprendre pourquoi il a réussi, essaye de s'appuyer sur ses savoirs pour aller plus loin. Et donc une société apprenante, idéalement, c'est une société dans laquelle quand quelqu'un a réussi quelque chose, quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre doit pouvoir réussir et apprendre plus facilement parce que le premier a documenté et le deuxième va pouvoir s'appuyer sur ce transfert de compétences et de connaissances. C'est une société dans laquelle, quand il y a des échecs, on essaye de tirer des leçons des échecs pour essayer de ne pas les répéter. Et donc, comment est-ce qu'on crée cette société apprenante? Comment on crée un écosystème dans lequel toutes les organisations, y compris les organisations comme les universités, les entreprises ou les écoles, soient des organisations apprenantes. Et comment est-ce qu'on crée un écosystème dans lequel, à chaque fois qu'il y a un progrès qui est fait dans un domaine, la probabilité que ce progrès impacte d'autres domaines est accélérée par l'abaissement des barrières disciplinaires, l'abaissement des barrières mentales aussi qu'on a souvent dans nos têtes. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à progressivement impliquer toujours plus de gens sur ces questions? Et en fait, à titre personnel, généralement, c'est ce qu'on fait. Si on est un chercheur, on a eu une réflexion sur son métier, on a eu une réflexion sur ce que c'est qu'apprendre, sur ce que c'est qu'enseigner, mais on a souvent fait ça à titre individuel. On est rarement encouragé à aborder ces sujets de manière interdisciplinaire et de manière collective, et donc en partie parce qu'on manque de lieux. Et je pense que le CRI est progressivement devenu un lieu où assez naturellement on s'est posé ces questions, ne serait-ce que parce que les étudiants nous ont amenés à nous les poser. Et donc parmi les objectifs de la mission, il y a essayer de faire un bon benchmark de ce qui peut se faire à l'international sur ces domaines. Donc si vous connaissez des pratiques remarquables, n'hésitez pas à me les communiquer. On essaye aussi de se demander, dans les différents grands domaines de la R&D et de l'action publique, que ce soit la santé, l'énergie, les transports, etc., comment est-ce que c'est structuré? Est-ce qu'on est satisfait de la manière dont c'est structuré dans le domaine de la santé, par exemple? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir les N niveaux que vous connaissez probablement si vous faites de la recherche biomédicale? Ou est-ce qu'il y aurait des organisations qui pourraient être repensées? Je ne sais pas. Et donc on essaie à la fois de faire ce benchmark international, ce benchmark d'autres secteurs d'activité, et puis on va essayer de lancer, si j'arrive à avoir suffisamment de moyens, une consultation numérique pour qu'on puisse faire du crowdsourcing en invitant toute la communauté apprenante, c'est-à-dire vraiment tout le monde, a fortiori les chercheurs et les universitaires, à nous dire quelles seraient d'après eux les meilleures manières de structurer ce champ-là. Et après, il y aura une autre étape qui est d'avoir des moyens pour faire des choses. Mais je pense que plus on aura réfléchi à des choses pertinentes, plus il sera facile d'obtenir des moyens. En tout cas, c'est un a priori sur lequel, un espoir que je porte. Mais ça correspond à peu près à ce qu'on a pu vivre à notre échelle. Et c'est vrai que si par exemple, vous savez tous qu'on dépense plus de 30 milliards sur la formation continue, si on mettait 2% ou 2,24% de ces 30 milliards sur réinventer la formation continue, a priori, elle progresserait. Enfin, c'est ce qu'on espère dans d'autres domaines, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas là. Si on dépensait 2,24% du budget de l'éducation nationale à contribuer à la faire évoluer, a priori, elle progresserait. Et si on dépensait 2,24% des budgets de nos universités pour réfléchir sur nos pratiques et sur notre manière d'accompagner les étudiants et de les faire progresser, notre manière d'interagir entre chercheurs de différentes disciplines et vis-à-vis de la société, je pense que là aussi, il y aurait probablement des marges de progression possibles. Donc je vais m'arrêter là et puis on va essayer de prendre des questions. Et merci d'avance pour votre écoute. Des questions, Catherine.
D'abord, je voulais vous remercier tous les deux pour cet exposé qui a un esprit d'ouverture absolument incroyable et qui montre toutes les possibilités qui nous sont offertes et de ce que nous pourrions faire aussi à Strasbourg, vraiment. Le petit bébé, là, donc finalement, vous allez du tout petit jusqu'au senior, que ce soit dans l'enseignement classique, universitaire, que ce soit pour les acteurs de la société. Enfin, finalement, ça a évolué dans toutes les dimensions possibles. C'est absolument formidable. J'avais eu la chance, comme tu l'as rappelé, de découvrir l'école doctorale Frontières du Vivant dans le contexte d'une évaluation HCRS, et depuis, je ne fais qu'en parler, mais finalement, on n'a rien fait de concret, je dois l'avouer très, très clairement. Est-ce que j'ai bien compris que pour que ça réussisse et pour que ça prenne, de dépasser toutes ces frontières à tous les niveaux administratifs, conceptuels, opérationnels pour celui qui veut s'engager, que finalement, c'est toute part des projets et d'un bénévolat, quoi. Je veux dire, c'est ça le moteur qui a fait que tout cela fonctionne, que ce soit sur des projets d'étudiants ou de chercheurs qui vont finalement faire que ça marche dans un cas, puis dans 3 cas, et puis la mayonnaise prend, si je puis m'exprimer ainsi, progressivement. Est-ce que c'est le seul moteur ou est-ce qu'il faut encore beaucoup, je suppose, beaucoup d'énergie et peut-être aussi de financement Ouais, moi je suis encore bénévole dans ce projet, même si l'INSERM a accepté que je passe toujours un peu plus de temps chaque année à faire ce genre de choses. C'est pas directement. Moi je suis haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, détaché à l'INSERM, et donc je n'ai pas une mission d'enseignant-chercheur, et donc j'ai jamais eu la mission de faire ce que j'ai fait. Donc effectivement, il y a une volonté de faire à un moment donné, une conviction personnelle. En même temps, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut pouvoir... tout le monde n'a pas forcément le statut que je pouvais avoir, et donc il y a tout un tas de gens qui sont au CRI aujourd'hui et qui, fort heureusement, sont payés pour ce qu'ils y font. Ils sont reconnus pour ce qu'ils y font, et donc effectivement on a eu progrès, on est parti avec rien, mais progressivement on a réussi à faire augmenter les budgets, et aujourd'hui ils sont très significatifs, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en même temps, par rapport au budget de l'ensemble de l'enseignement supérieur ou même le budget d'une université donnée, c'est relativement peu. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a aujourd'hui accompagné au moins 2 universités étrangères dans la création de lieux équivalents aux nôtres. Et donc on commence à avoir un petit peu d'expérience sur comment accompagner d'autres. On a toujours plus d'universités françaises ou d'écoles françaises qui viennent nous voir en nous disant, en nous demandant de les aider. Et donc on est en train de se structurer. On a monté par exemple un leadership program, un executive program, où l'idée est de partir de personnalités du monde académique et de les former pour leur expliquer comment ce genre de choses est possible. De leur faire rencontrer d'autres personnalités qui font ce genre de choses à travers le monde. Il y avait un très bon article dans The Economist il y a quelques mois maintenant sur les challenge-based universities. Donc il n'y a pas que nous, évidemment, même en France, mais et a fortiori au niveau mondial, qui faisons des choses intéressantes. On est en train d'organiser une conférence internationale avec les leaders tels que The Economist, et nous avons pu les identifier de par le monde, pour essayer d'apprendre quelles sont les meilleures pratiques et de voir comment est-ce qu'on peut plus facilement être dans un processus apprenant et plus facilement accompagner ceux qui souhaitent le faire. Et donc, on va avoir aussi la possibilité d'accueillir un certain nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui éventuellement veulent faire ça. Donc, par exemple, on l'a déjà fait pour nos amis en Chine et en Colombie. En Chine, on travaille avec Tsinghua. Je ne sais pas si vous connaissez Tsinghua, mais c'est l'équivalent du MIT en Chine. Ils ont 3 millions de candidats par an. Donc ça vous donne un peu les échelles de la Chine. Mais ils sont très intéressés parce que pour sélectionner 3 millions de candidats, ils sont obligés de les sélectionner sur des critères qui ne sont pas les critères les plus créatifs. Ils n'en prennent que 3 000, donc c'est quand même une pression de sélection relativement élevée. Mais une fois qu'ils les ont, ils se demandent comment les déformater, puisque le système qui les a fait arriver jusque-là est extraordinairement cloisonné, en fait. Et donc on travaille avec eux, on travaille... donc Tsinghua, c'est le top 20 mondial maintenant, aujourd'hui. On travaille aussi en Colombie avec une université qui est la 13e du pays.
Donc on peut travailler dans des contextes très différents, qui n'ont pas forcément tous les mêmes moyens et les mêmes étudiants, mais en fait, quand on travaille avec les enfants en zone d'éducation prioritaire, on s'aperçoit que cet état d'esprit à la fois bienveillant et exigeant, donc bienveillant sur le droit à l'erreur, la possibilité d'apprendre de ses erreurs, et exigeant sur la méthodologie de la recherche et sur l'éthique du questionnement et l'éthique de la coopération. En fait, cette démarche-là, elle peut s'appliquer effectivement à des âges très différents et elle peut s'appliquer à des contextes très différents qui n'ont pas tous le même niveau de ressources ou le même niveau d'étudiants initialement. Et in fine, ça ne coûte pas forcément plus cher non plus. Par contre, ce qui coûte éventuellement, je pense, il y a un coût à la transformation du système. Et donc, ce pour lequel on a essayé de dire un certain nombre de choses dans le cadre de la stratégie nationale d'enseignement supérieur, la STRANES, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre de l'argent sur la transformation, en fait, pour catalyser cette transformation. Et tout bon chimiste, c'est que la catalyse, c'est un art difficile, mais que c'est possible. Et donc, on est en train de se poser cette question de comment est-ce qu'on catalyse ça. Et j'espère que dans le plan d'investissement d'avenir numéro 3, il y aura des financements pour initier ce genre de démarche. Et en particulier, les intégrer. Parce que, par exemple, quand nos étudiants en master ou en thèse travaillent avec des enfants d'âge scolaire dans des zones d'éducation prioritaire, ça a aussi une vertu transformante. Et donc, intégrer ces différents niveaux plutôt que de compartimenter en disant, bon alors, il y a ceux qui s'occupent du scolaire, il y a ceux qui s'occupent de l'université, ceux qui s'occupent de la formation continue ou de la petite enfance. On pense qu'effectivement, il y a une vertu à penser, enfin en tant que biologiste, on pense les traits d'histoire de vie tout au long de la vie, et donc on essaie de contribuer à analyser l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble de la trajectoire de vie des apprenants. Bonjour. J'ai l'impression que dans ce que vous présentez, vous vous adressez à des gens qui sont motivés, qui veulent. Alors peut-être que je me trompe, on leur apprend peut-être à vouloir, mais bon, je me trompe peut-être. Mais j'ai dit déjà tout à l'heure, j'ai un certain âge, j'ai toujours le même âge, j'ai des enfants qui sont allés au collège, et un leitmotiv que j'ai entendu pratiquement tout le temps, c'est en fait il faut redonner le goût de l'effort, le goût du travail, le goût d'apprendre à beaucoup d'élèves qui sont souvent en perdition. Et j'ai un peu de mal à faire le lien entre ce que vous proposez et puis l'espèce d'expérience qui est ma petite expérience à moi, où j'ai l'impression qu'il y a un peu une déperdition du système scolaire. Et je pense qu'il faudrait des moyens. Je pense que les moyens, on ne les a pas forcément à l'heure actuelle. Et je voudrais savoir comment vous arrivez à faire le lien entre ces deux choses, entre ce que vous proposez qui est très stimulant, et puis ce qu'on va arriver à faire. Alors peut-être pour les gens qui veulent, mais après il y a tout le reste de la population qu'il faut, en théorie, pas laisser de côté. Et je ne sais pas bien. Alors j'aimerais que vous m'apportiez des éléments de réponse. Je peux faire le lien avec la question précédente. C'est finalement comment est-ce qu'on crée des écosystèmes comme cela où les gens ont envie de faire. Et finalement, ça ne se décrète pas. On ne décide pas que l'organisation et les gens qui vont travailler avec nous doivent le faire comme ça. On fait plutôt un appel à proposition. Et on se rend compte que, où qu'on le fasse, dans des zones difficiles, des collèges, des lycées, dans des environnements éloignés, ruraux ou autres, si on laisse la possibilité aux gens, si on leur demande ce qu'ils veulent faire, il y a toujours un engagement. Et en fait, on ne demande pas suffisamment aux gens ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs rêves, et les aider à reconstruire, à partir de cette motivation, à les réinsérer dans le système traditionnel, c'est pour moi la base. Si on n'arrive pas à motiver, si on continue à imposer, on ne trouvera pas de solution. Et c'est la même réponse pour qui sont les enseignants-chercheurs, les chercheurs, l'environnement avec lequel on travaille. Eh bien, on fait un appel à candidature, et ceux qui veulent venir, ceux qui veulent transformer le système sont les bienvenus. Et je dirais qu'on ne peut pas le faire de façon globale, en une fois. Il faut travailler avec des patchs, des gens, des lieux qui sont réceptifs à cette méthode, et elle va se développer. Et c'est peut-être pas la seule non plus. Donc je dirais que c'est pas une solution unique, mais lorsqu'elle est souhaitée, elle se met en place naturellement. Oui, mais la question de la motivation, c'est pas à moi de leur dire « soyez motivés ».
Et finalement, c'est dans le questionnement, dans l'échange, ce qu'on fait avec les aventuriers intéressant, puisque dans ces zones d'éducation prioritaire, certains d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de carrière d'ingénieur, de médecin peut-être, de chercheur pas du tout. Et lorsqu'on leur propose d'observer, de questionner, de faire, d'analyser, de co-créer, d'échanger avec des chercheurs, d'un seul coup, les perspectives qui s'offrent à eux changent dramatiquement. Et je dirais que c'est en ça qu'on peut être un catalyseur de changement. Mais je reviens là-dessus, il faut trouver les bonnes conditions et le terreau favorable. Christian. Oui, bonjour. Anecdotiquement, je suis entré dans un laboratoire qui était pluridisciplinaire. On l'a coupé en morceaux à une certaine époque, en nous expliquant que la spécialisation avait beaucoup plus d'efficacité. Et puis, depuis quelques années, on nous explique qu'il faut être interdisciplinaire, ce dont je suis convaincu. Néanmoins, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question que vous posiez en titre de votre exposé. Quelles universités pour les défis du XXIe siècle? Alors, j'aimerais vous inciter à essayer d'y répondre un petit peu en posant la question suivante. Ne pensez-vous pas, comme je crois avoir appris dans mes travaux de recherche, que l'interdisciplinarité est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur des champs disciplinaires et des gens de disciplines bien définies, très pointues? Alors, dans votre schéma, on ne voit pas ces champs disciplinaires pointus. Ou bien ma question est complètement rétrograde, ou bien vous avez peut-être une idée de la proportion idéale d'institutions du type de la vôtre et d'institutions disciplinaires de pointe. Merci beaucoup, c'est une excellente question. Ce qui est sûr, c'est que je sais pas forcément répondre à quelle est la distribution optimale. Je pense qu'on n'y est pas. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a énormément de lieux d'excellence disciplinaire et je pense que c'est souhaitable et il ne faudrait surtout pas les faire disparaître. Mais par contre, je pense que sur un certain nombre de grands problèmes de société, dont les défis que les Nations Unies ont définis et que Amundsen a rappelé tout à l'heure, si une discipline seule avait la solution, quelque part ça se saurait et on ne serait pas confronté aux difficultés du monde tel qu'il est. Et donc on a besoin, sur un certain nombre de sujets, de regards où, moi ce que je dirais c'est qu'il y a un proverbe japonais qui dit « aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous ». Et ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'aucune discipline n'est plus intelligente que l'ensemble des disciplines. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec Auguste Comte par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, différentes disciplines apportent un regard différent et complémentaire sur un objet complexe. Et que si on veut comprendre la santé, l'apprendre, enfin tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui par exemple, on voit bien qu'on a besoin de regards de différentes disciplines. Et à un moment, on peut avoir envie d'être plus sur une formation disciplinaire. Moi, j'ai fait un peu de maths, puis après un peu de physique, puis après un peu de biologie, après j'ai fait un doctorat en génétique, etc. Puis aujourd'hui, je suis sur d'autres sujets. Je pense que les uns et les autres, une fois qu'on a acquis un certain bagage, on peut avoir envie de faire autre chose. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les étudiants, et c'est le cas dans beaucoup d'universités américaines, peuvent gagner à ne pas choisir trop tôt et à être confrontés à des regards disciplinaires de différentes disciplines et apprendre à les intégrer, quitte à ce qu'ils se spécialisent, non pas sur une discipline, plus personne ne peut prétendre connaître toute la biologie ou toute la physique ou toute la chimie ou toute la sociologie, mais éventuellement une interface particulière, par exemple la sociologie du crowdsourcing ou du crowdfunding, c'est un sujet sur lequel on a besoin de spécialistes qui vont éventuellement avoir été formés par le numérique, par la sociologie et par différentes choses. Et donc ce qu'on essaye d'offrir à nos étudiants en tout cas, et encore une fois on ne voudrait surtout pas l'imposer à tout le monde, c'est la possibilité que les disciplines soient au service des projets et pas les étudiants au service des disciplines. Et oui, bonjour, merci beaucoup de votre intervention, très éclairante aussi. Et j'aurais une question par rapport à la pédagogie et à la formation à la pédagogie, notamment appliquée. Lorsque vous regardez à côté, on connaît la Suisse et l'Allemagne, on forme souvent les enseignants à la pédagogie appliquée. C'est des formations qui sont faites non pas par des enseignants qui ont appris la pédagogie dans le tas,
mais par des vrais pédagogues. Ils ont aussi formé à la psychologie. Est-ce que ce n'est pas justement ça ce qui manque à l'enseignement en France? Et aussi, est-ce que ce n'est pas là qu'il faudrait faire un travail transdisciplinaire entre la pédagogie comme discipline et chacune des matières? Tout à fait, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut faire, et il y a effectivement des choses à apprendre dans ce nombre d'environnements. Pour vous donner un autre exemple, comment est-ce qu'on accompagne des décrocheurs scolaires? Vous connaissez probablement tout ce que c'est qu'un Fab Lab. Le premier Fab Lab a été créé au MIT, généralement les gens le savent. Le deuxième Fab Lab au monde a été créé dans un village en Inde, où on est parti de décrocheurs et on en a fait des entrepreneurs. D'accord ? Et donc par rapport à la formation professionnelle, et nous, dans le cadre des Saventuriers, on a eu des gamins de lycée professionnel dont les entreprises du coin leur ont proposé de déposer un brevet avec. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quand on donne un problème concret à des gamins, par exemple donc dans ce village indien, ils vont voir les paysans, ils essaient de comprendre au moins un problème d'au moins un paysan. Et puis ils rentrent au Fab Lab et ils essaient de trouver au moins une solution. Et puis ils font autant d'allers-retours qu'il faut pour que la solution soit une solution robuste qui marche pour au moins une personne. Et si vous avez convaincu de votre solution au moins un paysan, peut-être que vous avez 500 millions de clients en Inde parce qu'il y a 500 millions de paysans. D'accord ? Et c'est comme ça qu'ils deviennent entrepreneurs. Donc ce genre de pédagogie assez radicale et assez différente, je pense que par rapport aux 150 000 décrocheurs qu'on a, on a besoin d'inventer des choses. Je veux dire, les pays qui réussissent à faire réussir une beaucoup plus grande fraction de leurs jeunes que nous sont des pays où, face aux difficultés des jeunes, l'enseignant ne se dit pas « j'ai un programme, je dois avancer pour les autres », il se dit « je dois faire quelque chose, je dois chercher une solution ». Et quand l'enseignant est en position de chercheur de solutions, et qu'il est accompagné, alors il a beaucoup plus de chances. C'est peut-être la première fois qu'il voit un enfant autiste dans sa classe, parce que c'est relativement nouveau en France, mais c'est probablement pas le premier enseignant à voir un enfant autiste et à se demander comment l'accompagner. Et donc il y a tout un tas de choses qu'on peut apprendre. Idéalement, il faudrait les apprendre en formation initiale, mais on a presque 1 million d'enseignants qui sont déjà en poste, et donc il faut non seulement repenser la formation initiale, comme vous le suggériez, mais aussi la formation continue des enseignants et la capacité à les accompagner dans leur démarche de recherche de solutions pour accompagner chaque élève vers le succès. Encore une... Bernard ? Oui, pour prolonger une des questions qui a déjà été posée, sur la reconnaissance par l'institution universitaire, par les organismes de recherche, du travail qui est engagé par des collèges, chercheurs et enseignants-chercheurs dans ce type de démarche. Bon, pour ce qui vous concerne, vous êtes directeur de recherche, je crois, d'une certaine manière, votre carrière est derrière vous. Pour les plus jeunes chercheurs, qui se relèvent d'une discipline donnée, il y a clairement un problème de reconnaissance de ce type d'engagement par les différentes commissions. Enfin, je ne développe pas, on a tous été confrontés à ce type de questionnement. Est-ce que vous-même, dans le cadre de vos activités, enfin je veux dire pour ceux qui travaillent avec vous, ou dans le cadre aussi des relations que vous avez avec les tutelles, le ministère et les organismes, etc., vous avez imaginé des solutions solides, je dirais, pour une meilleure prise en compte de l'interdisciplinarité dans le déroulement de carrière des chercheurs et des enseignants-chercheurs? C'est un excellent point, et je pense que c'est un frein récurrent, parce que je pense qu'une partie de ce débat, on aurait pu l'avoir il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, et malheureusement, on en est encore là aujourd'hui. Donc je pense que vous avez entièrement raison, et je pense qu'il faut arriver à proposer des évolutions. Je ne suis pas certain d'arriver à être suivi dans les propositions que je peux avoir sur le sujet, mais c'est sûr que je ne me priverai pas de les faire. Après, moi, ce que j'ai dit quand on a créé l'école doctorale, les gens m'ont dit « mais quelle section du CNU pour vos doctorants ?» Et moi, j'ai répondu « si notre système ne sait pas faire de la place à nos doctorants, je ne suis pas inquiet pour nos doctorants, je suis inquiet pour notre système. » Et je pense que notre système, notre société même, a besoin de ce type d'évolution, et que notre société se doit de donner les moyens
de la reconnaissance et de l'accompagnement de ceux qui souhaitent s'engager là-dessus. Encore une fois, j'imposerai certainement pas à un mathématicien fondamental qui voudrait ne faire que ça, de se mettre à enseigner ou de se mettre à faire de l'innovation pédagogique. Mais par contre, si à un moment donné dans sa carrière, il a envie de faire ça, ça me semblerait plus que souhaitable. Donc, est-ce qu'on doit avoir un CNU ou pas? C'est une question quand on regarde l'international, une première question. Une deuxième question, c'est est-ce qu'on doit avoir des sections blanches ou des sections interdisciplinaires? Est-ce qu'on doit avoir des sections dans lesquelles on est évalué non seulement sur sa recherche, mais aussi sur la manière dont on enseigne? Toutes ces questions-là, elles se posent et elles sont légitimes. Et si on est un chercheur au CNRS et qu'on a envie de s'intéresser à ces sujets, peut-être parce qu'on a eu un enfant ou tout simplement parce qu'on a eu des étudiants et on a une motivation pour ça, est-ce qu'on a le droit de changer de structure? Vous savez tous qu'on a des unités mixtes de recherche, des unités mixtes de service aujourd'hui. Je me demande si un jour on aura des unités mixtes de la pédagogie innovante ou de je ne sais quoi, dans lesquelles on pourrait, pour au moins une partie de son temps, rejoindre ça. Pour vous donner un exemple, l'université de Perpignan, qui n'est pas forcément la plus connue de nos universités, elle a offert un semestre blanc en termes d'enseignement à des enseignants, chercheurs, qui souhaitent repenser leurs enseignements pour le semestre suivant. Et elle leur a offert non seulement un contexte administratif, mais aussi un contexte physique et un espace dans lequel ils peuvent se retrouver entre eux pour coélaborer et apprendre les uns des autres, ce genre de choses. Donc je pense que ça dépend en particulier avec l'autonomie des universités, en grande partie de nous aujourd'hui. Et donc, on peut tous souhaiter que le ministère, dans sa grandeur, change. Mais moi, j'aurais tendance à dire, commençons chacun à notre niveau. Et chacun d'entre nous peut créer un cadre de liberté pour ceux qui l'accompagnent. Et donc, on peut tous le faire dans nos cours, dans nos amphis, dans nos labos. On peut décider de créer des espaces et l'expérience du CRI et ce que j'ai vu aujourd'hui à l'international, c'est qu'il y a une telle appétence, une telle demande d'énormément de partenaires, y compris de partenaires qui peuvent avoir des locaux comme les collectivités locales ou des financements comme les fondations ou les entreprises, etc., pour que, in fine, les ressources ne soient pas aussi limitantes que ce qu'on pourrait croire au départ. Je pense que ce qui est le plus limitant, c'est d'abord notre attitude individuelle et collective, et que si on sait collectivement démontrer le mouvement en avançant, alors en moyenne on peut avoir un effet d'entraînement qui est, honnêtement, j'aurais jamais cru qu'on allait doubler de taille tous les 18 mois, et mais si vous voulez faire quelque chose ici, notre but c'est pas de coloniser l'Alsace, mais c'est éventuellement de vous accompagner dans quelque chose qui serait adapté à vos besoins et à votre environnement, à vos étudiants, à vos perspectives de recherche et à l'environnement dans lequel vous êtes, qui est évidemment un terreau très fécond, on le sait tous.